Bonsoir à tous et bienvenue dans la saison 2 de Mental de Femmes. Ce soir, nous brisons le silence sur les violences basées sur le genre. Un combat qui touche Save Your Mind en plein cœur. Notre vice-présidente, Alessandra Mbandama, en a été victime. Derrière son sourire se cachait une souffrance invisible. Son histoire prouve que les VBG n'arrivent pas qu'aux autres. Elle touche nos sœurs, nos amis, nos collègues. C'est pour cela que nous nous battons. Pour libérer la parole, accompagner les victimes. Je suis Dorcas Corée. Ensemble, ce soir, apprenons à comprendre et à agir pour qu'il n'y ait plus jamais d'Alessandra. Pour parler de ce sujet, nous recevons aujourd'hui M. Prince Trabi. Bonsoir, M. Trabi. Bonsoir. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? D'accord, je suis Prince Trabi, psychologue clinicien. D'accord. Je suis coordonnateur à l'organisation Psy-Trotteur et aussi psychologue à Akwabamuso. À Akwabamuso, j'offre la prise en charge psychologique aux personnes victimes de VBG. Voilà. Vous qui êtes psychologue, pouvez-vous nous aider à comprendre les violences basées sur le genre, spécifiquement celles faites aux femmes? D'accord. En fait, pour être plus simple, que tout le monde puisse comprendre en fait le concept de VBG. Ok. Les violences basées sur le genre, ce sont des violences faites aux personnes parce qu'elles sont soit une femme, soit un homme, soit un garçon, soit une fille. Et en fonction aussi des attitudes, des rôles que la société donne aux gens. Par exemple, une fois, on va dire, dans une société donnée, la femme n'a pas le droit d'aller à l'école. D'accord. Parce que ça, c'est la société qui a donné ce rôle à la femme. On dit la femme, c'est la place de la femme, c'est à la cuisine. Donc, toute femme qui ira à l'école, elle peut être violentée par un homme parce qu'il se dit qu'elle n'a pas le droit d'aller à l'école. Donc, c'est ça un peu les VBG. Alors, en Côte d'Ivoire, on retient 6 types de VBG. On a d'abord le viol. Le viol, c'est toute pénétration, quel que soit l'orifice, soit buccal, anal, vaginal, mais sans le consentement de la victime. Donc, le consentement, c'est oui. Si la personne ne vous a pas dit oui, que vous avez des rapports avec la personne, c'est un viol. C'est seulement oui. C'est pas, elle n'a rien dit, donc ça veut dire qu'elle dit oui. Non. Donc, c'est pas seulement le non, mais le consentement, c'est oui. Ensuite, on a l'agression sexuelle. L'agression sexuelle, c'est toutes sortes d'attouchements sexuels. On a aussi les dénis de ressources, d'opportunités et de services. C'est empêcher quelqu'un d'avoir accès à un service bien défini. On peut dire à quelqu'un que vous n'ont pas accès à aller à l'hôpital. On peut décider même de ne pas donner de l'argent à sa femme pour la punir. C'est tout ça, les dénis de ressources, d'opportunités et de services. Ensuite, on a les violences physiques. La violence physique sont les violences un peu populaires parce que c'est ce qu'on voit réellement, les conséquences, parce qu'on a des bleus, on a des blessures, Exactement. tout et tout. Et généralement, c'est ce qui conduit plus au féminicide. Je ne dis pas que les autres ne conduisent pas au féminicide, mais c'est ce qui est vraiment direct. On a aussi les mariages forcés. On va dire les pratiques culturelles néfastes. Dans d'autres pays, on va parler d'excision, tout et tout. Ici, les mariages forcés, les mariages précoces. Enfin, on a la violence psychologique et émotionnelle. La violence psychologique et émotionnelle se manifeste par les menaces, les humiliations en répétition, les insultes, le rabaissement, le contrôle et puis une surveillance très poussée. Généralement, dans les relations amoureuses, quand monsieur ou madame surveille l'autre, on se dit c'est trop l'amour, c'est qu'il m'aime beaucoup bien. C'est ça. En vrai, c'est vraiment des choses qui sont des violences psychologiques. Voilà. Donc, c'est un peu ça les VBG. D'accord, M. Trabi. Vu toutes ces formes de violence, dites-nous, quels sont les facteurs qui favorisent ce genre de VBG? D'abord, pour parler des facteurs, je vais vous donner un exemple simple. D'accord. C'est-à-dire, généralement, on va parler des causes. On va dire, s'il y a violence, c'est qu'il y a forcément une cause. Je vais vous dire encore qu'il n'y a pas vraiment de cause directe des VBG. Les VBG sont fondés sur des relations d'inégalité et de pouvoir. Sauf que la société peut favoriser une violence, c'est-à-dire l'entourage. Est-ce que l'entourage reconnaît cette violence-là? Est-ce que l'entourage est prêt à écouter la personne qui reçoit? Est-ce que la personne même qui a le bourreau
Est-ce que la personne n'a pas grandi dans un milieu où, par exemple, chez eux, on va dire les femmes, elles sont seulement à la cuisine. Donc C'est pour lui, ça. si une femme n'est pas à la cuisine, ça veut dire elle doit être corrigée, elle doit être frappée. On a eu des formations avec certains professionnels, je ne vais pas citer les contemporains, D'accord. mais qui, quand on pose la question, c'est quoi les conséquences, les causes des VBG, généralement, ils disent que c'est la femme qui crée, ou bien c'est la victime même qui ne respecte pas. Donc, faut corriger la victime, faut l'éduquer, faut vraiment la frapper pour qu'elle puisse comprendre la leçon. Donc, les facteurs favorisants, c'est d'abord le milieu, qui n'a aucune connaissance de l'égalité. Ensuite, le bourreau, qui est aussi, qui pense que il doit exercer son pouvoir sur un autre individu. Voilà. Donc, il trouve normal de pouvoir exercer son pouvoir sur Voilà. une autre Parce que pour lui, il est au-dessus de l'autre. C'est ça. Voilà, il est au-dessus de l'autre. Et si l'autre ne respecte pas ce qui est dit par la société, faut vraiment qu'il corrige la personne, faut qu'il rappelle la personne, on va dire, il faut qu'il ramène la personne à la norme sociale en fait. Sauf que la norme sociale est biaisée parce qu'elle est basée plus sur des questions d'inégalité. On va dire non, il n'y a pas d'égalité entre les hommes et les femmes. Voilà. Pour nous qui sommes dans la sensibilisation des jeunes femmes et qui subissent souvent des violences, dites-nous, docteur, quels sont vraiment les facteurs qui permettent à ces hommes-là d'agir comme ça sur ces jeunes filles-là? C'est-à-dire, ce qui pousse les bourreaux à violenter les jeunes filles. C'est ça. D'accord. Moi, je vais vous poser une même question. Selon vous, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à exercer une violence sur un autre individu? Généralement, on a l'habitude d'entendre que c'est leur habillement, les manières de se verser. Mais moi, je dis non. Parce que cela ne doit pas être une cause des violences. Parce qu'en fait, comme je dis là, tout est basé sur une inégalité, une relation de pouvoir. Il y a les justifications ou les causes que nous tous on pense, généralement dans l'entendement populaire, c'est qu'on accuse la victime. Et on dit que c'est elle qui a fait, et puis l'autre est venu, par exemple, qui l'a violée. Donc, on va dire, un papa qui viole sa fille. Pour vous, la fille, elle a porté quoi à la maison? Parce qu'elle est venue au monde nue. Il l'a soulevée, il l'a prise nue. Donc, qu'est-ce qui a poussé le papa là à violer la fille? Est-ce que c'est parce qu'elle est venue au monde nue? Est-ce qu'elle devait être habillée dans le ventre de sa maman, sortie, et puis comme ça, lui, il n'a jamais vu le sexe de sa fille, et puis un matin, il va la violer? Donc, il n'y a vraiment pas de lien avec. C'est plutôt, c'est-à-dire, on se dit que l'autre en face est inférieur à nous. Donc, on fait ce qu'on veut de cette personne. Donc, voilà, c'est ce qui crée ces violences basées sur le genre. D'accord. Parlons de ce genre de cas. Nous avons vécu au sein de notre organisation un cas de ce genre qui concernait notre amie proche, Alessandra. Et lorsque nous avons décidé d'en parler pour pouvoir briser le silence, certaines personnes se sont mises à juger lors des directs, disant que est-ce que c'est pas elle-même qui a séduit son père et tout. C'est ça. Effectivement, en fait, on ne peut pas les en vouloir parce que les cas de VBG choquent tout le monde. Chacun a sa manière à lui de réagir quand il y a un choc, quand il y a une nouvelle. Et puis, je ne vous coupe pas. Il y a certains même qui disaient qu'elle se sentait bien dans ce qu'elle était. Voilà. Parce qu'en fait, ils ne savent pas réellement c'est quoi, en fait, le viol. C'est ça. Vous savez, en fait, j'ai reçu un jour une maman qui m'a dit que c'est très facile de dénoncer quand le violeur ou l'agresseur même est dehors. C'est ça. Vous savez, quand l'agresseur n'est pas dans la maison, quand l'agresseur n'est pas un parent ou n'est pas un proche, là, on a quand même, c'est vrai que c'est un peu difficile d'en parler, mais on peut en parler dehors. Mais quand l'agresseur même est soit le papa, et peut-être même le mari, et peut-être le frère, le cousin du village qui est venu continuer les études, ou le cousin du plus riche de la famille, l'enfant du plus riche de la famille, l'oncle qui soutient tout le monde. C'est Généralement, c'est difficile de dénoncer. Donc, les autres vont pas comprendre ça. Ils vont penser que c'est parce que la personne se plaisait dedans. C'est parce que la personne prenait un plaisir. Mais le viol, ça n'a rien d'un rapport sexuel qui est vraiment, qui débouche sur un plaisir parce que c'est une souffrance. Vous savez, en fait, une victime de viol, c'est pas que 5 minutes de plaisir. C'est ça. C'est 5 minutes peut-être de plaisir pour l'agresseur, mais c'est toute une vie pour la survivante parce qu'elle va revivre la situation
elle va repenser à la situation, elle va encore tout son processus de vie va être modifié à cause de ce viol. Donc, les agresseurs, avant d'attaquer une femme ou bien une petite fille, pensez déjà à l'après-coup. C'est-à-dire, quand je finis de faire, comment elle va se sentir après. C'est ça, en fait. Et généralement, c'est tellement difficile pour ces victimes-là d'en parler. Exactement. Aussi, parfois aussi, à ceux à qui on va en parler, c'est aussi difficile. Oui, Donc, je voulais en venir. Mhm. Est-ce que c'est pas la raison pour laquelle certaines victimes n'en parlent pas? Oui, c'est l'une des raisons. Elles n'en parlent pas pour diverses raisons. Exactement. D'abord, si je veux rentrer dans la psychologie vraiment en profondeur, on va parler de peut-être dissociation, c'est-à-dire la personne est déconnectée de ses émotions. Donc la personne même décide de se détacher de la situation même. Parfois aussi, on va parler d'amnésie traumatique. Il y a des personnes qui vont vous dire qu'elles sont victimes de viol, mais elles ne savent pas ce qui s'est passé. Elles savent qu'elles sont victimes de viol, mais elles n'arrivent pas à expliquer en détail tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire le scénario, l'histoire en vrai. Et si quelqu'un vient expliquer à un individu que je sais que j'ai été victime de viol, mais je ne me rappelle pas de ce que l'autre avait porté, comment c'est arrivé, on ne va même pas croire la personne. Donc il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. Sauf que faut déjà comprendre que les victimes de viol, il y a plusieurs mécanismes qui peuvent pousser la personne à ne pas parler. Parce que déjà, il y a la peur, il y a Le la jugement. honte. Parfois, la personne est stigmatisée. Exactement. On va dire que c'est de sa faute. Dans d'autres cultures, une personne victime de viol, elle est désignée comme impure. Donc, on va chercher à la purifier avec d'autres rituels et autres. Et même, donc, pour tout ça, on préfère ne même pas en parler pour faire garder sur soi. Et même les menaces de l'agresseur qui va dire si tu en parles, je te tue. Exactement. Si tu en parles, je peux tuer ton frère, ta soeur, tout ça. Et quand on regarde tout ce qu'il y a autour, la personne est capable de faire. Donc on va se dire, mieux on garde secret et puis vivre avec, accepter ce qui arrive, tout ça. Et aussi le fait que si certaines victimes ne prennent pas conscience que c'est une violence. Parce qu'elles se disent, bon, si y avait le cas d'une petite fille dont le père avait violé la grande. Oui. Il a violé la plus grande. Et quand il a violé encore la plus petite elle a informé la plus grande. Et la plus grande lui a dit que c'est normal. Parce que dans la famille, le papa a fait ça avec elle. Donc c'est possible qu'ils continuent. Donc ils ont normalisé la chose. Ils ont normalisé la chose. C'est avec la prise en charge et autres qu'ils ont compris que c'était pas normal. C'était pas une règle de la famille. Exactement. C'était pas une règle de la société qu'il fallait briser le silence. Fallait arrêter la violence. Et puis, on a quand même accompagné ces personnes. Mais lorsque la victime décide maintenant de parler, par exemple, dans notre cas, le cas que nous avons vécu avec notre amie, elle avait décidé de parler. Elle avait décidé d'exprimer ce qu'elle ressentait, par exemple, à une de nos amies. Mais là, celle-là a essayé de faire de son mieux pour pouvoir l'aider. Mais malheureusement, nous avons vu qu'elle a été victime de féminicide. Pour ce genre de cas-là, en tant que proches, nous qui sommes proches et qui entendons les cris de douleur de notre amie, comment nous devons réagir? D'accord. En fait, il y a un élément chez les Ivoiriens, c'est que l'Ivoirien n'écoute pas pour écouter. Il écoute en fait pour répondre. Si quelqu'un vous en parle, le mieux c'est de juste écouter, sans parler. Déjà, c'est d'écouter du début jusqu'à la fin. C'est vrai que ce sont des éléments qui choquent. Voilà pourquoi même si, peu importe le professionnel, qu'il soit psychologue, juriste, médecin, on demande de faire d'abord une formation type VBG, ne pas être dépassé par rapport aux histoires qu'on entend des victimes. Donc c'est très important de prendre le temps d'écouter. Ne cherchez même pas à répondre. Ensuite, il faut évaluer les besoins. Le premier besoin pour une victime de VBG, c'est le besoin de sécurité. La personne vous en parle, mais la personne a besoin de sécurité. Donc, ce qu'il faut faire, c'est dans un premier temps se demander, est-ce qu'elle est en sécurité? Parce que tant qu'elle n'est pas en sécurité, peu importe le type de prise en charge, qu'il soit psychologique, je suis psychologue, c'est vrai que je veux vendre la psychologie, mais on ne commence même pas par ça. Généralement, on ne commence pas par ça. Le début d'une prise en charge pour une victime de VBG, c'est la sécurité. Il faut se demander, est-ce que là où la personne est-ce que la violence a lieu à la maison? Si la violence a lieu à la maison, il faut que la personne quitte. Il faut qu'il y ait vraiment un plan de sécurité bien défini. Donc, le plus important, c'est de mettre la personne en sécurité. Donc, je réponds les processus. Si quelqu'un vient vous en parler,
de son histoire qui est victime de VBG. Dans un premier temps, il faut écouter. Il faut vraiment écouter au maximum. Il ne faut pas chercher à répondre. Il faut évaluer les besoins. C'est-à-dire qu'il faut se demander de quoi la personne a besoin actuellement. En troisième lieu, il faut chercher à mettre la personne en sécurité. Si la personne est encore dans le milieu violent, il faut chercher à enlever la personne de ce milieu-là. Enfin, il faut orienter la personne vers des structures de prise en charge adaptées, comme le 1308 pour le programme national de lutte contre les VBG, qui est un numéro vert, vous pouvez appeler à tout moment. Et des professionnels derrière vont vous écouter, ils vont vous référer vers d'autres structures pour une prise en charge physique. D'accord, Monsieur Prince. Il y a certains cas où la victime elle-même refuse de quitter, par exemple, la maison familiale, parce que toi, tu l'as écoutée, tu as compris et tu sais qu'elle est en danger, mais la victime elle-même ne veut pas quitter la maison familiale. Parce que d'abord, il y a la pression de la famille, il y a aussi ce sentiment de se sentir jugé. Et il y a ce sentiment aussi de si je quitte la famille, qu'est-ce que je deviens? Ok. En fait, c'est fréquent. C'est fréquent. Il y a plusieurs victimes qui refusent de partir, surtout dans les cas de violence conjugale ou même d'inceste. Généralement, quand la violence a lieu dans la maison, c'est difficile de sortir parce qu'on ne se sent pas forcément aussi en sécurité dehors. La personne a peur de l'inconnu, peur de se projeter réellement. Ce qu'il faut faire aussi, il faut que vous essayiez de chercher à savoir pourquoi la personne ne veut pas partir. Est-ce que c'est l'argent? Est-ce qu'on se dit que le fait que si je sors, comment je fais pour manger? Comment je fais pour prendre une maison? Est-ce que c'est ça le problème? Est-ce que le problème, c'est que est-ce qu'on a peur de se faire juger par les autres, tout et tout? Parce que, en fait, les autres, là, auront toujours quelque chose à dire. Tous les êtres humains ont des opinions, sauf que ce sont nos opinions. Parce que si vous restez, ils auront quelque chose à dire. Si vous partez, ils auront toujours quelque chose à dire. Si vous mourrez aussi, ils auront toujours quelque chose à dire. Je pense que c'est mieux d'entendre ce qu'ils vont dire que de mourir et puis de ne pas savoir ce qu'ils vont dire. Parce que si vous vivez, au moins, vous pouvez vous défendre pour se dire que voici pourquoi je suis resté, mais voici pourquoi je suis parti. Donc, c'est mieux. Exactement. Voilà. Et donc, quand on va essayer de faire comprendre à la personne pourquoi il faut partir, c'est tout ça, c'est tous ces arguments qu'il faut mettre en place. Mais il faut chercher d'abord à savoir pourquoi la personne ne veut pas partir. Si on sait pourquoi la personne ne peut pas partir, on peut l'aider à vraiment partir. Parce que si on ne sait pas, qu'on se dit, la personne vous dit je ne peux pas, que vous vous limitez au je ne peux pas de la personne, mais, vous n'allez pas vraiment... Oui. Et aussi, il y a aussi ces cas-là où la personne veut partir, mais il y a des blocages. C'est-à-dire la personne essaie de partir, mais il y a des blocages qui l'empêchent de partir. Oui. C'est aussi de savoir c'est quoi ces blocages-là. Ça, c'est très important. En fait, ce que moi je fais surtout quand on reçoit quelqu'un qui vient, qui ne sait pas réellement, on sait que sa sécurité est en danger et qu'il faut quand même l'aider à sortir de là. Généralement, on va la conduire vers le psychologue pour qu'on puisse bien comprendre pourquoi la personne ne veut pas partir. C'est-à-dire l'assistance sociale va dire allez-y voir le psychologue pour quand même discuter. Donc, on va chercher à faire comprendre à la personne qu'elle vit une violence. Ça, c'est aussi important parce qu'il faut nommer le type de violence pour que la personne puisse comprendre quelles sont les conséquences de ce type de violence que je vis et est-ce qu'il est mieux de rester ou de partir. C'est ça. Donc, quand on a fini de nommer le type de violence, là, on va quand même chercher à comprendre maintenant pourquoi on ne veut pas partir. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est le transport? Est-ce que ce sont les enfants? Est-ce que c'est les frères et sœurs? Tout et tout. Et avec tout ça, quand on aura tous ces éléments, on pourra aider la personne à prendre une bonne décision pour elle-même. Oui, ok, pas tout. C'est dans le cas où, dans le cas de notre amie, si on avait compris ses blocages et qu'elle était partie, vous pensez qu'elle serait vraiment libre? Pas forcément. En fait, c'est pas... Oui. Vous devez comprendre que c'est pas parce que la personne part que la violence s'arrête. C'est ça. Ça, c'est fréquent même dans les cas de violence conjugale. On a tendance à penser que si la femme a divorcé, la violence va s'arrêter. La violence continue jusqu'à ce que la dame met fin à tout. C'est pas elle qui continue, qui décide que ça continue, mais c'est elle qui essaie de couper tout lien avec ce dernier-là. Parce que déjà, une femme, je prends un exemple, qui est mariée légalement, qui a des enfants avec le monsieur, quand vous divorcez, les enfants restent. C'est Donc ça. le monsieur va quand même utiliser les enfants pour vous contrôler. Il va utiliser les enfants pour vous faire du mal. Il peut même faire violenter les enfants pour que vous puissiez avoir mal. Donc c'est à vous
de prendre la décision de dire, OK, il n'y a pas de problème, on va mettre fin à tout ça. Et puis, vous coupez tout lien avec les agresseurs. Vous coupez tout lien avec les agresseurs pour être vraiment... Donc, c'est évident que dans le cas de votre amie, si elle partait, l'agresseur allait se sentir menacé parce qu'il se dit... Surtout que c'était un proche. Voilà, c'était un proche, elle allait se sentir menacée. Il pourrait se dire qu'elle va dénoncer. Il peut peut-être se retrouver en prison. Donc, il vaut mieux mettre fin à ses jours pour ne pas qu'un jour la vérité sorte. Donc, il fait tout son scénario. Mais le but, c'est vraiment être en sécurité, dénoncer. Parce que quand on va dénoncer, vous savez, le plan de sécurité, on peut faire intervenir la police, tout le monde. Donc, je pense que dans son cas, s'il y avait vraiment un bon plan de sécurité où il fallait faire intervenir la police et d'autres acteurs, je pense qu'elle pourrait quand même être en vie. Donc, on ne sait jamais. On ne va pas aussi culpabiliser du fait que c'est des choses qui arrivent. Mais la prochaine fois, il faut vraiment orienter la personne dans des structures spécialisées pour qu'il puisse vraiment faire un bon plan de sécurité. Parce que le plan de sécurité, le psychologue peut le faire, l'assistance sociale peut le faire, les juristes aussi le font. Donc, c'est très important de faire un bon plan de sécurité avec la personne. Et comme ça, la personne pourra se mettre en sécurité, peu importe s'il y a danger. D'accord, Monsieur Trabi. Pour les personnes qui quittent la violence et qui décident elles-mêmes de retourner, malgré tout ce processus qui a été mis en place pour pouvoir les aider. D'accord. En fait, déjà, pour le plan de sécurité, on ne fait pas pour la personne, on fait avec la personne. Il faut que la personne soit impliquée dans ce plan-là. Et si la personne sort, il faut que l'endroit qui est garanti là soit pas seulement sécurité physique. Il faut qu'on puisse comprendre les besoins de la personne. Voilà. Maintenant, dans les cas de violence conjugale, c'est aussi très récurrent que la dame, quand elle sort, après elle revient, elle retourne chez l'agresseur, tout et tout. Il y a le mécanisme d'emprise psychologique qu'il faut vraiment prendre en compte. Surtout dans les cas de violence conjugale, dans les cas de viol incestueux sur le père et sur la fille. Donc, ce sont des mécanismes qui font que la personne ne voit pas sa vie avancer sans la personne, sans le bourreau en quelque sorte. On voit le bourreau dans sa tête n'est pas le bourreau. Le bourreau dans sa tête est quelqu'un qui est indispensable à son existence. Donc, peu importe ce qu'on fait autour là, parce que peut-être tout le monde dit oui, c'est bien de partir, tout et tout. Elle va partir, mais elle ne vit pas réellement dehors. Donc, elle va chercher c'est un peu comme une dépendance affective. Pas vraiment une dépendance affective. Parce que si on veut mettre sur le pôle de dépendance affective, ça sera compliqué. On va se dire que c'est de sa faute. En fait, c'est une emprise psychologique. C'est comme si vous étiez en prison, mais il n'y a pas de barreau. Vous avez la possibilité de partir. Mais vous ne pouvez pas partir. Parce qu'en fait, quand vous avez la possibilité de partir, si vous êtes à la Maca, vous savez qu'il y a un mur. Oui. Si vous sortez, vous êtes sorti de prison. C'est ça. Mais sauf que, on va prendre un exemple. La Côte d'Ivoire, c'est une grande prison. On ne sait pas où sont les frontières. Donc, on vit. Nous tous, on est en prison. Personne ne sait. Vous savez que vous pouvez sortir. Mais à quel moment vous savez que vous êtes déjà dehors? C'est ça. Donc, voilà. C'est un peu ça l'emprise. Donc, c'est-à-dire, même si la personne quitte, après le plan de sécurité, il faut qu'il y ait aussi une prise en charge. Des personnes qui sont présentes tout le temps à l'écouter, à lui parler. Il faut qu'il y ait vraiment une prise en charge psychologique, une prise en charge sociale pour vraiment comprendre. Parce que c'est une nouvelle vie que la personne commence. C'est un nouveau départ. C'est beaucoup de choses qu'il faut reprendre. Il y a beaucoup de changements et tout ça. Faut vraiment... Et il y a personne qui a envie aussi de vivre longtemps dans un centre d'accueil. Oui. Voilà. Donc parfois, elle a d'autres choses à faire, elle a d'autres activités à faire. Donc, tranquillement, elle va chercher à retourner parce que peut-être là-bas, elle se sentait plus à l'aise que là où elle est aujourd'hui. Donc, c'est très important de faire un bon plan de sécurité, de faire la prise en charge aussi. Donc, Monsieur Trabi, pour cette personne-là qui est sortie de la violence, que ce soit conjugale ou incestueuse, qui avait tout le confort, qui avait tout l'écoute qu'il faut, mais qui a décidé d'elle-même de retourner. Quel est le mot exact que vous allez lui dire à cette personne-là? Pour quelqu'un qui est déjà sorti et qui est retourné encore chez l'agresseur, déjà, vous devez comprendre que ce n'est pas de votre faute. Nous n'avons pas vraiment culpabilisé. Ça ne veut pas dire que le dispositif de prise en charge a été mal fait ou bien c'est vous qui avez refusé. Il y a beaucoup de mécanismes sous-jacents, c'est-à-dire il peut avoir une emprise psychologique, il peut avoir une pression de la famille, parce que dans certaines familles, par exemple, on dit chez nous on ne divorce pas,
C'est Donc, ça. quand vous dites à quelqu'un, oui, c'est bien, vous la mettez en sécurité 2-3 jours, et qu'elle se rappelle qu'on lui a dit que chez nous, là, on ne divorce Ou pas. même dans certaines Voilà. églises. À un moment donné, elle va retourner pour se dire que bon, voilà. Et puis même dans certaines églises, Oui, oui. bon, on va pas dire églises, dans certaines religions, D'accord. on va dire, faut porter ta croix, faut vivre, c'est ton expérience, tout ça. Ça veut dire, là, même cette semaine, là, j'ai reçu un cas où la dame, elle est sortie, elle est retournée. Et quand on lui a demandé, je crois que c'est l'assistance sociale qui lui a demandé, mais pourquoi vous êtes retourné? Elle a juste dit qu'on lui a dit que c'est son appel sur terre, elle doit supporter, parce qu'à un moment donné, elle va croiser des dames qui vont vivre la même situation. Donc, si elle-même n'a pas vécu cette situation, elle ne pourra pas mieux les aider. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est vraiment profond. C'est très Voilà. profond. Donc, ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas parce qu'elle a vraiment envie de partir. Ça aussi, il faut que les professionnels qui interviennent dedans ne se fâchent pas, parce qu'on est tous des humains. C'est On ça. fait tout ce qu'on peut pour aider la personne. Et puis demain matin, tu apprends que la personne est retenue. Tu es déjà énervé en même temps. Oui. Voilà. Donc, il ne faut pas que la personne culpabilise. Il y a beaucoup de mécanismes qui peuvent emmener la personne à retourner dans ce foyer-là. Vous avez le droit de retourner encore dans l'endroit où vous êtes pris en charge. Ils vont vous aider, ils vont vous accompagner. Ils vont chercher à comprendre qu'est-ce qui a fait que vous êtes retourné. Et puis, vous aider à vraiment sortir de tout ça. D'accord, docteur. Donc, pour vous qui êtes psychologue, comment la prise en charge se fait pour ce genre de cas? Ok. En fait, la prise en charge des cas de VBG Oui. n'est pas une prise en charge unidisciplinaire, c'est-à-dire c'est pluridisciplinaire. Vous ne D'accord. pouvez pas travailler sur un cas de VBG étant seulement psychologue. Ça, c'est déjà, faut que le psychologue comprenne qu'il faut être humble. C'est vrai qu'on a dit c'est dans la tête, tout se passe, tout, mais les cas de VBG, c'est pas seulement dans la tête, il y a aussi le problème social, tout ça. Donc, il faut prendre le temps de comprendre qu'une prise en charge des VBG implique plusieurs types de prise en charge. C'est-à-dire la prise en charge sociale. Il faut qu'il y ait une assistance sociale quand même pour écouter, pour comprendre au niveau social, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a un besoin au niveau des finances, tout et tout. Il faut qu'il y ait une prise en charge psychologique. Je vais revenir sur la prise en charge psychologique. Il faut qu'il y ait aussi une prise en charge juridique et judiciaire. Il faut aussi une prise en charge médicale. Parce que dans les cas de viol, si c'est moins de 72 heures, il faut conduire la personne directement vers un centre de santé pour que le médecin puisse intervenir avec les éléments d'urgence pour ne pas que la personne ait un VIH-Sida, une grossesse et autres. Donc, c'est très important pour les cas de viol de moins de 72 heures, automatiquement référer la personne vers un centre de santé le plus proche. Ensuite, si vous arrivez dans le centre de santé, ne dites pas au médecin directement « je veux un certificat médical ». Il ne va pas vous donner. Là, il va vous dire c'est 50 000 ou il va donner le prix qu'il veut. Mais ce qui est le plus important, là, c'est votre prise en charge. Après, on verra ce qu'il faut pour que vous puissiez avoir un certificat médical. Donc, pour revenir à la prise en charge psychologique, elle intervient à plusieurs niveaux. La prise en charge psychologique, d'abord, pour que la personne puisse mettre un mot sur la violence, on a besoin aussi du psychologue pour quand même comprendre la dynamique psychique de la personne, pour savoir comment la personne fonctionne et puis comment l'aider à vraiment nommer le type de violence. Ensuite, l'aider aussi à prendre une décision qui est bien pour elle, qui est bien pour son entourage. Pas une décision qui est bien pour elle seulement. C'est vrai qu'on va dire dans la prise en charge, faut beaucoup faire faut avoir une approche axée sur la survivante, mais il faut que la décision que la survivante prendra soit une décision qui l'aide elle, qui aide aussi son entourage, c'est-à-dire ses enfants et autres. Voilà. Après, on va rentrer dans une évaluation psychologique pour chercher à voir quelles sont les conséquences de ces violences-là sur sa santé mentale. Donc là, on peut déboucher sur la dépression, et les troubles anxieux, les troubles du stress post-traumatique. Généralement, on va dire que la personne est traumatisée, C'est ça. tout ça. Et après avoir fait l'évaluation, il faut proposer une prise en charge, donc un accompagnement. Ensuite, quand vous finissez l'accompagnement pour régler en fait le mécanisme ou bien la conséquence là, il faut aussi l'aider à se reconstruire. Donc là, on va parler on va faire des ateliers. Moi, je propose des ateliers d'amélioration d'estime de soi. C'est un peu des ateliers de développement personnel, mais c'est vraiment poussé sur VBG. Donc on va se retrouver avec 15 ou 10 femmes. Elles vont parler de leur histoire. On va faire des exercices pour apprendre déjà à se connaître, à se refaire confiance, à mieux s'affirmer. Voilà, donc c'est comme ça, sur le processus
typiques de prise en charge VBG psychologique. Chacun a sa manière. Les autres psychologues vont vous dire ils interviennent comme ça, mais moi, en fait, c'est comme ça que j'interviens. Donc, d'abord, dans un premier temps, je reçois la personne, j'écoute la personne, j'évalue le niveau sécurité, je mets la personne en sécurité. Ensuite, j'évalue le niveau, les conséquences psychologiques de ces violences-là. Après, je propose une prise en charge adaptée, c'est-à-dire une psychothérapie, pardonnez. Après la psychothérapie, je continue pour voir est-ce que la personne est reconstruite, comment il faut l'aider à mieux se reconstruire, et puis on travaille comme ça. Donc, on peut dire que ça peut durer. Oui, ça peut durer, mais c'est un long processus. Généralement, au bout de 2 mois, 3 mois, ça va. Ah bon? Ça va. C'est vrai que je dis ça dure, mais c'est des choses avec les ressources de la personne. Ça avec la volonté aussi de la personne. Tout ça permet d'aider. Surtout avec les enfants, c'est vraiment... On a de bons résultats avec les enfants et aussi quelques adultes. Mais avec les enfants, on a vraiment de très bons résultats. Bon, Monsieur Trabi, au vu de tout ce que vous avez dit, je vois que vous faites un bon suivi. Mais le problème aussi avec les personnes qui vivent ce genre de choses, on peut être confronté souvent au fait que les psychologues sont chers. On n'a pas les moyens qu'il faut pour pouvoir contacter un psychologue. Et aussi, est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir peut-être un moyen où on peut les avoir, que ce soit gratuitement ou payant? D'accord. Donc, je pense que quand vous posez la question, ça veut dire qu'on ne retrouve pas beaucoup de psychologues. Pas vraiment. Bon, après c'est aussi, en Côte d'Ivoire. Hein. C'est ça. J'ai envie aussi de vous demander, vous cherchez où? Parce que là, moi, je pense que sur les réseaux sociaux, on est nombreux. Il y en a plein. Il y a quand même chacun de nous en Côte d'Ivoire, au moins un proche qui est psychologue. Maintenant, sur la cherté, ça dépend. Ça dépend du psychologue parce qu'on n'a pas un prix qui est défini pour tout le monde. Chacun donne son prix en fonction de ses compétences et de son efficacité sur le terrain, surtout du public aussi qu'il reçoit. Donc, je ne pourrais pas vous dire, certaines personnes vous disent qu'ils font des consultations à 5 000 francs. Il y a des psychologues dans des organisations aussi qui interviennent gratuitement. On a aussi Psytroteur que je coordonne. On est 17 psychologues. On a, pour les cas de VBG, il y a des réductions. Les psychologues, on les trouve dans plusieurs organisations, même à l'hôpital. À l'hôpital psychiatrique, vous avez des psychologues. À l'Institut national de santé publique à Djamé, vous avez aussi des psychologues. Vous avez des psychologues dans des organisations qui offrent une prise en charge psychologique gratuite, comme Aquaba Mousso, Save Your Mind et Psytroteur. Ce n'est pas gratuit, mais vous pouvez quand même appeler. On est 17 psychologues là-bas. Vous pouvez appeler et on va quand même vous écouter, vous référer à un psychologue en fonction de votre thématique et il pourra faire la prise en charge. Merci, M. Trabi, pour cette belle intervention. Maintenant que l'émission tire à sa fin, est-ce que vous avez un mot pour toutes ces personnes qui subissent des violences basées sur le genre? Bien sûr, merci déjà pour l'invitation. Je vous en prie. Je pense que tout le monde doit comprendre que les VBG ne sont pas à être banalisés. C'est vraiment sérieux. Pour éviter plus de féminicides en Côte d'Ivoire, il faut vraiment prendre cette thématique au sérieux. Aussi, j'invite même les professionnels à se former dans les VBG avant de prendre la parole sur certains points, certains cas de VBG, même si ce sont sur les réseaux sociaux. Parce qu'on a tendance à voir sur les réseaux sociaux, chacun dit ce qu'il veut, sans connaître réellement ce qui se passe, quel est le mécanisme qu'il y a autour. Sauf que quand vous finissez de dire ça, vous avez tué en tant que bon intellectuel. Sauf que mais là, en fait, la victime là, qui lit ça, par exemple, elle voit un psychologue qui dit... Toujours on dit que ce sont les femmes qui sont victimes. Pourquoi on ne parle pas des hommes? Mais en fait, on s'en fout. Soit si les hommes sont victimes, s'ils viennent en parler, on va en parler. Mais là, c'est elle qui ne va pas bien. Donc, il faut quand même se concentrer sur son cas. Il faut apporter des éléments qui peuvent l'aider à aller mieux que de vraiment l'accabler, vraiment l'enfoncer dans un truc qu'elle-même ne maîtrise même pas. Voilà. Ensuite, si vous n'êtes même pas professionnel, que vous écoutez la personne, vous avez un proche qui est victime, prenez le temps d'écouter, ne cherchez pas à répondre à la personne. Écoutez, évaluez les besoins, cherchez à mettre la personne en sécurité. C'est-à-dire quand on vous dit de mettre quelqu'un en sécurité, c'est pas de partir faire palabre à la place de la personne, non. C'est quand même de se dire, je pense que ce serait mieux peut-être d'aller porter plainte ou bien même de voir d'autres organisations. Donc,
là, vous allez référer la personne ou orienter la personne vers des structures importantes qui interviennent dans les VBG. Même la police, le commissariat intervient dans les VBG. Et enfin, vous allez voir que vous allez mieux aider cette personne-là. Parce que si vous ne faites pas ça, la personne reste dans un trou et c'est vraiment difficile de sortir de là. Voilà, merci. À toutes les victimes, vous n'êtes pas seuls. Parler, demander de l'aide et se faire accompagner, c'est déjà commencer à se reconstruire. Pour toute personne désireuse de soutenir cette émission, engagée contre les violences basées sur le genre et les tabous qui les entourent, n'hésitez pas à nous contacter. Le silence protège l'agresseur, mais la parole protège la victime. En mémoire d'Alessandra et de toutes les autres, disons ensemble non à d'autres vies brisées. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Mental de Femmes.